Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. Allez, il est 9h03, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est le grand matin été avec du débat à suivre bien sûr dans un instant. La question du jour. La question est simple, faut-il rapatrier les djihadistes français? Depuis ce matin, vous exprimez, vous nous appelez au 0826 300 300 et via également les réseaux sociaux, Benjamin. Oui, sur Twitter et sur Sud Radio, la question est en ligne. Vous pouvez commenter et voter, bien entendu. Et puis, Billy, dans un tout autre registre, avant 10h, ce sera l'heure de nos tubes de l'été. Un petit indice sur celui qui nous attend tout à l'heure. C'est assez compliqué, mais quand vous entendrez ce tube, vous direz, bien sûr, je ne connais que lui, mais pour trouver c'est difficile. Donc je vais vous donner l'année de ce tube, c'était l'été 1973, et je vous dirais que son créateur fait partie du club très fermé de The Voice. Ah, d'accord, ok, de l'émission. Alors, sortez de l'émission. The Voice, ça va de Sinatra à Liza Minnelli en passant par Barry White. Il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, vous avez déjà un super premier indice. Je suis trop bonne, moi. Trop bonne. Trop bonne. Oui. Merci à vous, Billy. Allez, c'est parti pour le débat. Info, vérité. Et Margot Sansano est également en studio avec nous pour vous donner au fur et à mesure l'évolution des votes. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et oui, le débat est ouvert sur Sud Radio. L'info vérité ce matin, on s'intéresse au devenir des djihadistes français détenus en Syrie, en Irak. Le débat a été relancé hier avec les accusations d'une rapporteure spéciale de l'ONU contre la France. Dans une lettre adressée à Édouard Philippe, Agnès Callamard dénonce les transferts de djihadistes français de la Syrie, un pays qui a aboli la peine de mort, vers l'Irak, où la peine capitale est encore appliquée. Elle évoque des violations du droit international et le rôle actif ou passif qu'a joué la France dans ces transferts. Mais alors, que faire des djihadistes français? Faut-il les rapatrier? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Sud Radio. On va faire un point dans un instant sur les premières indications de vos votes, sur vos premiers commentaires. Mais tout de suite, je vous propose de vous présenter les invités qui ont bien accepté de débattre avec nous sur Sud Radio. Avec nous, Myriam Benrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, auteur du livre L'Irak par-delà toutes les guerres aux éditions Le Cavalier Bleu. Et puis avec nous aussi Pierre-Henri Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous pour débattre de cette question-là. On va faire un premier point sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Sud Radio. Margot Sansano, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que ça donne pour le moment? Quelle est la tendance? Alors pour le moment, c'est le non qui l'emporte à 94% et le oui à 6%. On a un commentaire d'un auditeur qui nous dit « Ils sont partis pour tuer. La peine capitale, c'est ce qui doit être accompli. Car s'ils reviennent, ils ressortiront tôt ou tard. Et leur libération sera mise à mort. » En tout cas, vous pouvez réagir, on le répète, au 0826 300 300 et sur notre compte officiel Twitter, y laissez votre commentaire. Oui, on a des réactions déjà donc assez violentes quand même, on peut le dire. On va accueillir un auditeur qui nous a appelé, qui a composé le 0826 300 300. Il est avec nous, c'est Christophe d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour à tous et bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Sud Radio. Et soyez le bienvenu. Alors, faut-il rapatrier les djihadistes français selon vous? Hélas pour moi, je vais être dans l'opinion dominante de la radio, mais je voudrais poser la question, qu'est-ce qu'on gagne à rapatrier ces gens qui s'inscrivent dans une réalité qui est plus transcendante de leur point de vue que la citoyenneté française. Qu'est-ce qu'on gagne à les faire rapatrier chez nous? Ça, je crois que c'est la question. C'est la question que vous vous posez principalement. Et la deuxième question aussi, si jamais ce que aurait dit la rapporteuse de l'ONU, c'est bien, pour une fois, je me trouve en adéquation avec le gouvernement Philippe. C'est bien très rare. S'il est avéré, bien sûr, que la France a eu un rôle actif ou passif dans ces transferts. Mais la question, qu'est-ce qu'on gagne à ce que ces personnes reviennent, plus exactement viennent, parce que je ne veux pas mettre le mot reviennent, viennent dans l'hexagone et l'ultramarin français.
Qu'est-ce qu'on gagne? C'est une question que je pose. C'est la question que vous posez. On va la poser à nos invités qui sont là avec nous. Merci Christophe de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous restez fidèle bien sûr à Sud Radio. Pierre-Henri Dumont, vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vous aviez choqué au mois de janvier dernier avec cette déclaration où vous disiez qu'il fallait tuer ces djihadistes. Vous entendez la question de Christophe aussi. Qu'est-ce qu'on gagne à les rapatrier en France? Vous avez un avis très tranché sur la question. Si vous voulez, pour nous, le niveau des Républicains, il est absolument hors de question que ces personnes viennent en France, tout simplement parce que une fois qu'elles sont parties sur les théâtres d'opération, prendre les armes contre la France, contre nos valeurs, ils ont aussi brûlé leur passeport, brûlé leur carte d'identité pour faire allégeance à ce qu'ils considéraient être comme un État. Donc la France, de par cet acte, n'est plus responsable de leurs actes puisque ces mêmes personnes ont décidé de ne plus avoir nationalité française et d'appartenir à un autre proto-pseudo-État qui était l'État islamique. Et donc, le fait de devoir les juger sur les théâtres d'opération en Syrie et en Irak nous semble la solution la plus adéquate. Il est hors de question de les rapatrier en France. Ce qui n'est pas la position du gouvernement, du moins ce n'a pas toujours été la position du gouvernement, puisque si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, le gouvernement avait comme projet de faire revenir en France plusieurs dizaines, centaines de djihadistes qui étaient auparavant français. Et c'est à ce moment-là on parlait de 130 en janvier notamment. Ouais. Voilà. C'est là où le débat avait eu lieu. Et le gouvernement expliquait que la raison pour les faire revenir, au-delà des questions de droit international, puisque le gouvernement considérait que ces djihadistes étaient français avant tout, ce qu'avait expliqué Christophe Castaner. Christophe Castaner avait dit ces djihadistes sont français avant d'être des djihadistes, alors que nous considérons qu'ils sont djihadistes avant d'être français. C'était pour la France un moyen de les interroger, de connaître leur réseau, chose que nous pouvons parfaitement faire depuis l'étranger, sur le sol irakien ou syrien, soit en envoyant nos services de renseignement sur place pour les interroger, soit en mettant en place, par exemple, sous l'égide de l'ONU, ce qui pourrait être une proposition, plutôt que de se faire taper sur les doigts par une rapporteure spéciale dont personne n'a jamais entendu parler, l'ONU serait peut-être plutôt mieux à même de mettre en place un tribunal international type Nuremberg. C'était une proposition des Républicains pour juger sur place les djihadistes, quelle que soit la nationalité, ce qui permettrait aussi de faire preuve de pédagogie aux yeux du monde. D'ailleurs, c'était une demande aussi de la part justement des Kurdes en Syrie. Myriam Benrad, politologue spécialiste du monde arabe, c'est ce qu'ils avaient demandé aussi justement de mettre en place un tel type de tribunal international justement pour les aider à juger ces djihadistes. Oui, mais enfin, après, sur la question du tribunal international, on le voit, ça ne prend pas forme parce qu'on n'est pas un tribunal international en place comme cela. En plus, ça demande des budgets importants. On n'a pas véritablement d'unanimité entre les États occidentaux, notamment quant au traitement des djihadistes. On a des politiques assez disparates en Europe. Certains États ont commencé à rapatrier leurs djihadistes, d'autres sont beaucoup plus inflexibles, à commencer par la France. Donc je crois qu'on parle beaucoup du tribunal international, mais à mon avis, ce dernier ne verra pas le jour. Et ensuite, je crois que vous parlez des Kurdes. Je crois que ce qu'on a manqué un peu dans le débat, en tout cas français, c'est la question du contexte au Moyen-Orient et de la manière aussi dont les populations qui ont été les premières exposées à l'État islamique, aux djihadistes et à leur violence, la manière dont ces populations aussi réclament justice. J'ai envie de dire les coutumes, la manière aussi dont les djihadistes depuis de longues années sont traités en Irak. Et là, en fait, on s'émeut beaucoup en France de l'application de la peine de mort, des crimes de sang, donc de toutes ces logiques de représailles qui ont cours. Mais il faut savoir que c'est déjà le cas. Je vais finir. Il faut savoir que c'est déjà le cas depuis de longues années. Donc déjà lors de l'occupation américaine en Irak et lors des premières campagnes de contre-insurrection qui visaient déjà à l'époque l'État islamique d'Irak, on avait une justice sommaire. Donc je crois qu'il faut aussi prendre en compte le contexte irakien. Les Irakiens ne sont
pas vraiment aujourd'hui, après des années de guerre, dans une logique de justice au sens où on l'entend. Ils poursuivent plutôt une logique de vengeance, qui est d'ailleurs aussi, et moi je ne porte pas de jugement, hein, je pense que l'idée n'est pas d'être normative ici, mais je crois qu'il faut aussi comprendre l'état de la société irakienne, le degré de ressentiment des Irakiens face à ce qui s'est passé. Et je vous donne un dernier élément. Ces procès de djihadistes, qu'ils soient étrangers ou arabes, sont retransmis à la télévision irakienne. On va extorquer des aveux des djihadistes, on les emmène sur les lieux. C'est une forme de purge en fait. Exactement, il y a une purge collective autour de ces procès et donc on peut encore une fois s'émouvoir autant qu'on veut. Je crois qu'il faut aussi regarder la société irakienne telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une société qui est déchirée et où la vengeance tous azimuts règne, qu'elle soit d'ailleurs orchestrée par les tribunaux ou qu'elle soit extrajudiciaire, parce que les djihadistes ils sont aussi jugés par les tribus au niveau local, ils sont aussi, excusez-moi, lynchés par les populations dans les territoires qu'ils ont un temps occupés. Donc on a peut-être, pour finir, on est peut-être passé à côté de cette dimension dans le débat français. Et vous l'avez rappelé, du coup, bien sûr, Myriam Benrad. Nous ont rejoint Emmanuel Daoud, tout d'abord, avocat de femmes françaises djihadistes. Bonjour. Bonjour. Sur ce débat, sur le retour des djihadistes français, il faut bien faire la différence aussi entre les différentes personnes dont on parle aussi, justement, sur ces retours. Oui, il faut faire la différence. Encore que je crois que notre pays n'a pas trop le choix pour 4 motifs. En tout cas, c'est la position des juristes. Le premier motif, peut-être, c'est que la situation sur place, elle est très instable, qu'il n'y a pas de structure juridique dédiée et compétente, efficace et conforme aux standards internationaux et notamment aux conventions internationales que la France a signées et qui l'obligent. Le deuxième motif, c'est qu'à tout moment... s'il y a des conflits armés sur place, notamment si la Turquie venait attaquer les camps kurdes, on ne le sait jamais, ce seraient des centaines de personnes ou des milliers de personnes djihadistes qui seraient remises en liberté. Et les tenants des jugements sur place qui mettent en avant la sécurité seraient fort maris de constater que justement toutes ces personnes se seraient peut-être échappées. Troisièmement, je rappelle que les associations des familles de victimes, notamment, mais aussi l'institution judiciaire, en tout cas pour les opérationnels, sont pour le retour des djihadistes français. Pour quelles raisons? D'abord pour identifier les réseaux, pour aider à l'éclaircissement de certains dossiers, pour remonter des filières. Donc il y a aussi la nécessité d'une meilleure lutte contre le terrorisme. Quatrièmement, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi le sort des mamans et des enfants. Alors, ce débat a beaucoup agité notre société et je ne comprends pas comment la France ne respecte pas notamment la Convention internationale des droits de l'enfant qui l'oblige purement et simplement à protéger ses ressortissants, à protéger ses enfants qui sont dans ces 2 camps syriens notamment, dans des conditions de vie et d'hygiène qui sont absolument inadmissibles. Et je dois dire qu'on ne se poserait pas la question s'il s'agissait de petits Français qui se trouveraient sur notre territoire. Et je dois dire que cette discrimination qui est faite à l'égard de ces enfants et de leur maman est absolument insupportable. Et j'ajoute que, et je le dis très simplement et très solennellement, que ceux et celles qui laissent croupir dans ces camps ces enfants notamment, les mettent, et j'emploie des termes techniques, les mettent délibérément en danger, les oublient, ne respectent pas leurs droits, ne respectent pas leur santé psychologique et physique, et peut-être qu'un jour ils devront en rendre compte. Et enfin, permettez-moi de paraphraser ce propos de Benjamin Franklin. On nous dit quoi? On nous dit il nous faut plus de sécurité. Parce qu'il nous faut plus de sécurité, il ne faut surtout pas que ces djihadistes, quels qu'ils soient, d'ailleurs aussi des enfants de 6 mois ou de 1 an, on leur colle le même rôle que leurs parents, il ne faut surtout pas qu'ils reviennent en France. Et je dis tout simplement que lorsqu'on en est à ce point du débat public, pour un peu plus de sécurité, soi-disant, on ne préserve ni son honneur, ni sa sécurité, et comme disait Benjamin Franklin, à un moment ou à un autre, on risque de perdre l'un et l'autre. On se pose du coup la question de la sécurité, bien sûr, dans les 2 sens. Amine El Bailly, bonjour.
Vous nous rejoignez dans ce débat. Merci d'être avec nous. Vous avez un neveu, une nièce qui sont détenus en Syrie, justement. Donc, vous pouvez en parler. Leur mère aussi. Expliquez-nous dans quelles conditions ils sont dans le camp d'Al-Hol en Syrie. Dans quelles conditions ils sont détenus? Écoutez, j'ai ma nièce et mon neveu qui sont détenus dans le camp d'Al-Hol en Syrie depuis maintenant 8 mois. Ils sont détenus avec leur mère, qui est bien évidemment ma sœur, dans des conditions parfaitement épouvantables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons porté l'affaire d'abord dans un premier temps devant le Conseil d'État, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous avons récemment porté plainte contre la France devant la Commission européenne. Et techniquement, cette plainte devrait être transmise devant la Cour de justice de l'Union européenne, parce que nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui des enfants français dans ces conditions, dans un camp qui accueille plus de 90 000 femmes et enfants, où les ONG n'ont même pas accès à ces personnes-là, où les soins manquent terriblement pour ces enfants. J'ai eu ma nièce et mon neveu au téléphone il y a encore 2 jours, et ils m'expliquaient par téléphone qu'ils avaient été pris en photo par des journalistes dans le camp, et ils pensaient que ces journalistes allaient les libérer. Entendre ça de la part d'un enfant de 3 ans, c'est poignant, c'est plus que poignant. Je voudrais juste rappeler au député Monsieur Dumont, qui vient d'intervenir sur votre radio. Tout à fait. Que ce qu'il a dit, des Républicains du Pas-de-Calais. Mais bien sûr, mais que ce qu'il a dit est contraire à notre démocratie, parce que ce qui distingue la barbarie d'un État de droit, c'est bien évidemment la règle de droit. Aujourd'hui, nous sommes une civilisation. Je vous rappelle simplement, et que ma sœur, qui est détenue dans le camp, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, qu'elle a déjà été condamnée par contumace, bien sûr, mais elle a été condamnée par défaut à 30 ans de réclusion criminelle. Et que même si on viendrait même si on viendrait par derrière créer un tribunal international, elle ne pourra pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits, puisque le droit international interdit la double incrimination, et que c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui pour que ces femmes et ces hommes puissent rentrer en France et puissent apporter des solutions aux familles victimes des attentats qui, elles, réclament ces personnes-là pour les juger. Je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui des familles victimes des attentats qui ne peuvent manifestement pas exprimer leur émotion, puisqu'il n'y aura pas de procès. Il est temps aujourd'hui d'écouter toutes ces personnes-là qui sont détenues pour les juger. On aura entendu vos propos, Amine El-Bailly. Vous restez bien sûr avec nous, avec tous nos invités qui sont là pour ce débat qui se poursuit. Dans un instant, on va faire juste un point sur les réseaux sociaux avec vous, Margot Sansano. Alors, faut-il rapatrier les djihadistes français? Que répondent nos auditeurs pour le moment? Alors pour le moment, le résultat reste inchangé. C'est toujours le non qui l'emporte à 94% et oui à 6%. On a un commentaire de Don Patilo qui nous explique que le terme djihadiste français est illogique puisqu'ils ont choisi volontairement la nationalité djihad. Pour lui, ils ont perdu ce droit de se faire appeler français. Vous donnez votre avis sur notre compte Twitter Sud Radio. On attend vos commentaires. Vous pouvez réagir aussi par téléphone au 0826 300 300. Et on continue bien sûr d'en débattre dans un instant. Sud Radio, on revient dans quelques instants. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h24, vous écoutez Sud Radio. Voici notre débat avec une première partie qui a donné un score, j'allais dire, énorme du côté de les auditeurs qui pensent qu'il ne faut pas rapatrier les djihadistes français. Benjamin Glaise, on vous retrouve avec tous vos invités. Et oui, nos invités, je vous les rappelle, Myriam Benrad, politologue spécialiste du monde arabe, auteur du livre L'Irak par-delà toutes les guerres, aux éditions Le Cavalier Bleu. Avec nous aussi Emmanuel Daoud, avocat de femmes djihadistes, Amine El-Bailly, qui a son neveu, sa nièce et sa sœur détenus en Syrie dans le camp d'Al-Hol, et puis Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Pierre-Henri Dumont, est-ce qu'on a les moyens en termes carcéral de pouvoir garder ces djihadistes français en France et de pouvoir protéger cette société française? C'est là toute la question également, c'est-à-dire qu'on a bien vu que nos prisons françaises sont malheureusement devenues un lieu de transmission du salafisme, voire du djihadisme, et que certaines prises d'otages, certains meurtres également, comme l'assassinat du père Hamel,
découle directement de séjours en prison de personnes qui n'étaient pas radicalisées et qui se sont radicalisées en prison. Est-ce que nous allons devoir mettre tout... On a vu justement qu'il y avait un projet d'attentat qui avait été déjoué, donc ça veut dire que dans les prisons on arrive quand même à les surveiller. On arrive... La réalité, c'est qu'en France aujourd'hui on ne sait pas déradicaliser, en France dans le monde de façon assez générale. On n'a pas encore trouvé la solution pour déradicaliser les personnes qui pensent qu'ils doivent prendre des armes contre tel ou tel pays pour propager leur idéologie. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on doit mettre toutes ces personnes que l'on va rapatrier en isolement 24 heures sur 24 ? Est-ce que ça respectera plus les droits humains ? Je ne crois pas. Si on revient par contre sur le cœur du sujet, parce que ça n'a pas été dit, le cœur du sujet du rapatriement des djihadistes, c'est quoi ? C'est que l'Irak, on reconnaît la juridiction, on reconnaît l'État, on reconnaît les institutions, donc il n'y a pas de problème. En Syrie, par contre, il y a toute une zone qui est la zone kurde, qui n'est pas un État, qui est toujours dans l'État syrien de façon générale, mais dont le pouvoir central de Damas n'est pas en place. Et les Américains ont annoncé leur retrait progressif de cette zone kurde, menaçant en effet de laisser dans la nature ces djihadistes qui sont retenus dans les camps kurdes. Qui ne sont pas rapatriés par notamment les pays européens. Exactement, parce que les Kurdes m'ont dit, après nous on n'a pas les moyens de surveiller, sans l'aide des Occidentaux et en particulier des Américains, l'ensemble des djihadistes européens et occidentaux qui sont présents entre nos mains. Et c'est pour cela que, en prévention du départ annoncé mais pas encore effectif des Américains dans ces zones syriennes aux mains des Kurdes, il a été procédé à des transferts, en tout cas pour ce qui a pu filtrer, de djihadistes occidentaux vers l'Irak, où là, l'ensemble des pays européens reconnaissent la juridiction, l'ensemble du code pénal qui inclut en effet la peine de mort. Myriam Benrad, la situation aussi, elle est compliquée avec ce départ des États-Unis, Donald Trump qui menace justement de relâcher aussi ces djihadistes détenus. Oui, alors je crois qu'il faut quand même bien prendre ses distances avec les déclarations du président américain et puis ce qui est vraiment négocié sur le terrain. Bon, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que personne ne les veut, que ce soit les pays donc d'origine, les Irakiens, les Irakiens d'ailleurs, hein, les juges, mais avec des contreparties importantes, il faut quand même le préciser, hein, ils n'ont pas accepté le transfert des djihadistes français vers leur territoire et vers leur cour de justice sans contrepartie. Oui, ça a été négocié, de la même manière que le sort des djihadistes dans les camps actuellement est en train d'être négocié. Le problème étant que tout le monde se renvoie un peu la balle. Donc c'est pour ça qu'on est dans une espèce de flou artistique, entre guillemets, où on ne sait pas ce qui va se passer parce que personne ne les veut. Bon, maintenant, j'aimerais peut-être rebondir sur la question des prisons. La question de l'univers carcéral, elle se pose de toute façon à la fois en Irak, où on sait qu'on a déjà eu, où on sait en fait que les prisons ont en partie accouché de l'État islamique, si on reprend l'histoire de ce groupe, où on sait que la radicalisation se poursuit, il y a eu des mutineries, des évasions, bon. On a un vrai problème au niveau de la gestion des prisons en Irak. Mais ça vaut aussi évidemment pour le contexte français, où on n'a toujours pas, l'intervenant précédent parlait de déradicalisation, on n'en est même pas en fait à savoir comment les prendre en charge au jour le jour. Est-ce qu'on doit les séparer? Est-ce que les isoler, finalement les concentrer entre eux, c'est une bonne idée aussi, dans la mesure où c'est aussi là que les liens se font, que les projets s'élaborent, et on a déjà eu des cas assez flagrants. Donc on n'a pas du tout résolu le problème, et c'est vrai que la prison, ça reste l'univers par excellence de la radicalisation. Donc c'est pas, je pense qu'on aborde la question en fait à travers des angles très distincts. On va tantôt parler de la peine de mort ou non, la question du rapatriement, la question des enfants. Il faut des vraies politiques systémiques. Il va falloir se mettre à niveau, et moi je déplore pour ma part, au-delà des effets d'annonce, que la France aujourd'hui ne se soit toujours pas dotée d'une vraie stratégie nationale où on pense ces problématiques dans le temps long. Parce que la réalité depuis 2015, c'est qu'on est passé d'un plan à l'autre en fonction des alternances politiques des gouvernements. Mais si vous faites le bilan, c'est quand même assez pauvre en réalité. Oui, tout à fait. On va justement prendre un auditeur qui nous appelle de Brest. C'est Thomas qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. Alors, dites-nous sur ce retour des djihadistes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
Totalement non, parce que quand on voit toutes les choses abjectes qu'ils ont pu faire au nom du djihad, au nom d'une religion qui est pourtant une religion de paix, l'islam est une religion de paix, je ne trouve pas ça normal qu'on rapatrie ce genre de personnes sur un territoire, sur le territoire français, qui est le pays qui doit garder une image au niveau international. Ce genre de retour est fortement désagréable. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, là dernièrement je suis tombé sur une vidéo sur Twitter d'un interview d'une personne de ces personnes qui reconnaît avoir tué 900 personnes et avoir violé 200 filles et vieilles dames dans ce genre de campagne. Est-ce que c'est vraiment... Alors là, il faudra véritablement vérifier aussi cette vidéo, bien sûr. Est-ce que c'est rapatrier ce genre de personnes? C'est non, quoi. Ok, on a compris votre opinion, il est clair. Hein. Merci à vous de nous avoir appelé. Thomas, on va terminer juste avec d'un mot avec Emmanuel Daoud, avocat de femmes djihadistes. Pour vous, la France doit clarifier finalement sa politique vis-à-vis des djihadistes français. Rendez-vous compte que il y a 2 jours, nous avons connu le déshonneur d'avoir une lettre, je parle de notre pays, une lettre de la rapporteure spéciale, Madame Calmar, pour les exécutions extrajudiciaires et les disparitions, qui a envoyé une lettre de 6 pages documentée, nous disant à nous, la France, et nous laissant 2 mois pour répondre, pour savoir dans quelles conditions avaient été transférés les fameux djihadistes qu'a évoqué monsieur le député en Irak, en disant que vraisemblablement ça avait été illégal et au mépris de nos conventions, du respect des conventions internationales que nous avons ratifiées. C'est-à-dire que nous sommes face à un problème tellement complexe, nous avons tellement peur, les politiques sont tellement à la remorque de l'opinion majoritaire publique que l'on est prêt à s'asseoir sur tous nos principes pour ne pas faire revenir ces personnes. Nous sommes un pays de 66 millions d'habitants. Nous avons une administration judiciaire de qualité. Nous avons des éducateurs de qualité. Les enfants qui pourraient revenir pourraient être pris en charge par tout un système socio-éducatif de très grande qualité qui est loué dans le monde entier. Et parce que ce pays a peur, et parce que les politiques sont également le lit des populistes et des démagogues, on préfère ne pas traiter véritablement le problème. Alors évidemment que c'est hyper complexe. Ne me dites pas que l'on ne peut pas accueillir, ou plus exactement juger, en suivant le respect de notre code de procédure pénale, de notre code pénal, 300 ou 400 adultes. C'est de ça dont on parle. Et ça, la réponse qui est donnée aux Françaises et aux Français, c'est non, on ne peut pas le faire. Je suis abasourdi. Et quand on me parle, et pardonnez-moi, je prends encore 3 secondes, quand on me parle... Allez-y rapidement, d'une reconnaissance du système judiciaire irakien comme étant un système qui est conforme au droit international, pardon de le dire monsieur le député, c'est se moquer du monde. Pourquoi? Parce que ce système accouche, et vous l'avez dit madame, a accouché s'agissant des prisons des djihadistes. Nous savons, et vous l'avez dit également, que ce système participe également à une purge, et on ne dira pas qu'un procès qui a duré 20 minutes sans que l'accusé, sans que l'avocat n'ait eu accès à un dossier, a accouché d'une condamnation à mort, est un modèle judiciaire que nous devons respecter et louer. Merci à vous. Merci à vous Emmanuel Daoud, avocat de femmes françaises djihadistes. Merci à tous nos invités qui ont accepté de débattre sur cette question. Faut-il rapatrier les djihadistes français? Merci à Myriam Benrad, politologue, spécialiste du monde arabe, auteur de l'Irak par-delà toutes les guerres. Merci donc à Emmanuel Daoud. Merci à Amin Elbaï qui était avec nous, qui est l'oncle de 2 petits-enfants qui sont détenus en Syrie, à Alol. Et puis merci à Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, d'avoir été avec nous. On conclut avec le résultat du sondage. Il est clos, Margot Sansano. C'est ça, et ça n'a pas augmenté depuis le début de notre débat. C'est toujours non à 94% et le oui à 6%. En tout cas, ça a permis de débattre ce matin sur cette question-là. Et on l'a vu, les avis sont assez tranchés.